L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires.
et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone.
Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les verres commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement. Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau. Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher. 3 à 4 jours avant l'arrivée d'un ouragan, la surface de la mer ou de l'océan peut gonfler jusqu'à 2 mètres de haut. Les vagues frappent le rivage toutes les 9 secondes.
Plus l'ouragan est proche, plus les vagues s'écrasent rapidement contre le rivage. Elles sont aussi plus hautes, parfois jusqu'à 5 mètres. Le ciel est parsemé de nuages légers et duveteux. Environ 36 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, la pression atmosphérique commence à baisser. Après cela, le vent accélère. Des nuages étirés, ressemblant à des cheveux, apparaissent dans le ciel. 18 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, le ciel s'ouvre et il commence à pleuvoir. L'eau de pluie inonde souvent les zones de basse altitude, atteignant jusqu'à 4,5 mètres. 12 heures avant l'ouragan, un puissant coup de vent commence à apporter des débris. 6 heures avant que l'ouragan ne touche terre, la vitesse du vent est déjà de 145 km/h. Il est assez fort pour briser et même déraciner des arbres, projeter de gros débris et retourner des voitures. Au fait, mettons que tu sois en train de naviguer et qu'il y ait des requins qui tournent autour de ton bateau. Garde un œil sur eux. Si les prédateurs te laissent soudainement tranquille et se dirigent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens tes proches. Si pendant une période de forte pluie tu entends un bruit de grondement, il peut s'agir d'une crue soudaine qui se déplace dans ta direction. Si tu es près d'une rivière à ce moment-là, tu pourrais voir des débris descendre avec le courant. L'eau peut changer de couleur et devenir plus boueuse et plus sombre. Ces signes devraient te mettre en garde contre les dangers qui te guettent. Si ton intuition est bonne, tu n'as pas de temps à perdre. Essaie de t'éloigner de cet endroit aussi vite que tu le peux. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Si tu es dans la nature, fais attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si elle baisse ou monte rapidement, cela peut être le signe qu'un glissement de terrain est sur le point de se produire. Et si tu vois l'eau devenir boueuse, n'attends pas d'autres signes. Quitte la zone immédiatement. Quand tu penses à un volcan, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Des torrents de lave rouge et chaude qui se déversent sur un immense monticule? De sombres nuages de cendres qui s'élèvent dans le ciel? Peut-être penses-tu à une source d'eau chaude pour te relaxer? Ah, c'est bien. Nous imaginons tous une chose commune, une montagne en forme de cône qui se profile à l'horizon. Mais elle peut être aussi verte et luxuriante que n'importe quelle autre montagne. Au sommet, bien sûr, il y a un trou géant, c'est comme une ouverture qui descend vers le bas. À l'intérieur, il y a de la lave et des gaz qui vrombissent vers l'extérieur. La lave est tellement chaude que si tu te tenais au sommet du volcan et regardais en bas, ton visage serait aussi rouge que cette roche liquide qui coule. Une éruption volcanique n'est jamais sans conséquences pour nous, et je ne parle pas seulement des gens qui vivent à proximité. Les impacts se font généralement sentir à l'échelle mondiale aussi. Les avions ne peuvent pas voler pendant un certain temps à cause de la couche de cendres qui se dégage dans l'air. Sans compter qu'il est peut-être carrément un peu difficile de respirer. Il y a du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et bien d'autres gaz toxiques dont les noms te ramènent immédiatement à ton cours de chimie au lycée. C'est drôle, mais en fait, la plupart des nuages qui sortent d'un volcan sont juste de l'eau, sous forme de vapeur bien sûr, vu les températures hallucinantes. Mais avant qu'un volcan n'entre en éruption, il passe par différentes étapes, comme un adolescent angoissé. D'abord, le magma, c'est-à-dire la lave avant qu'elle n'entre en éruption à la surface et change de nom, commence à se déplacer sous le volcan. Cela provoque des tremblements de terre qui s'aggravent et deviennent plus dangereux avec le temps. Ensuite, de la vapeur et différents gaz commencent à jaillir des trous présents dans la croûte terrestre. Notre Terre ressemble alors à une bouilloire à thé sur le point de siffler. Lorsque les émissions de gaz et les tremblements de terre deviennent plus importants, cela signifie généralement que le volcan est sur le point d'exploser. Mais ces premières étapes peuvent prendre des années avant qu'une éruption n'arrive vraiment. Ensuite, le magma commence à s'accumuler. Avec toujours plus de pression, il commence à préparer sa grande évasion. Il est difficile de s'en apercevoir si l'on ne dispose pas du matériel adéquat. C'est le travail des scientifiques et heureusement, ils nous protègent. Le volcan devient donc de plus en plus actif. Les cendres commencent à sortir et à se répandre dans l'air, créant ainsi des nuages de mauvais augure qui vont transformer le jour en nuit. Avec l'accumulation de magma, l'éruption devient imminente. Alors, boum! La surface cède sous la pression qui s'exerce en dessous. Le magma fait sa grande sortie. C'est maintenant de la lave qui jaillit du sommet et qui s'écoule sur les flancs de la montagne. Rien de tout cela n'est super plaisant, n'est-ce pas? Et si cela ne s'était jamais produit? Et s'il n'y avait jamais eu de volcan du tout? La Terre serait-elle toujours la même? Pas du tout. Si les volcans n'avaient jamais existé, il n'y aurait pas d'atmosphère. Quand notre planète n'était encore qu'un bébé, ce sont les gaz volcaniques qui ont créé la bulle protectrice qui nous permet, à toi et à moi, de respirer aujourd'hui. Ils ont également joué un grand rôle dans le façonnement de la Terre et des océans. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était encore en formation. Elle ne ressemblait en rien au globe bleu que nous connaissons aujourd'hui.
Il était rouge et chaud, et l'eau était emprisonnée sous la croûte. Ce n'est que lorsque la surface a commencé à se refroidir et à se solidifier que l'eau a finalement pu s'échapper. Les volcans ont agi comme une sorte de fissure dans le tissu de notre planète. La vapeur d'eau s'est condensée dans l'atmosphère et est retombée sous forme de pluie. Il a plu pendant si longtemps que la troisième planète en provenance du Soleil a commencé à se transformer en la boule bleue que nous connaissons désormais. En fait, il existe même une théorie selon laquelle toute l'eau sur Terre provient des volcans. Et sans eau, bien sûr, la vie n'aurait pas pu se former. La formation des terres est passée par un processus similaire. Tu vois, notre planète était un endroit assez rude au moment de sa création. C'était une surface en fusion avec des champs de lave, des éruptions volcaniques constantes et des roches spatiales qui l'impactaient constamment. Tout cela car il n'y avait pas d'atmosphère pour la protéger. Quand elle a commencé à se refroidir, une bonne et solide surface s'est formée. Mais la matière chaude en dessous était encore en ébullition et elle continuait à monter. La croûte se déplaçait et formait d'épaisses couches avec le matériau qui montait. Avec le temps, ces couches sont devenues permanentes. Les éruptions volcaniques se poursuivaient, mais la première masse terrestre s'était enfin formée. Ok, nous allons parler de la meilleure partie des volcans, l'atmosphère. Et s'il cessait d'entrer en éruption maintenant que nous avons obtenu notre cher bouclier protecteur qui nous permet de respirer? Oh non, ne parle pas de malheur. Pour commencer, les volcans créent les sols les plus fertiles. Autour de Naples, tu as le célèbre mont Vésuve. La qualité du sol est incroyablement riche ici, et cela grâce à deux énormes éruptions volcaniques. L'une s'est produite il y a 35 000 ans et l'autre il y a 12 000 ans. Bien sûr, ces volcans ont causé beaucoup de dégâts sur le moment, mais à long terme, ils ont permis de fertiliser les sols. Aujourd'hui, dans cette région, on cultive toutes sortes d'agrumes, d'olives, de raisins, de cerises et bien sûr, l'aliment de base des Italiens, la tomate. Il n'y aurait rien de tout cela sans la richesse du sol volcanique, et Naples n'est pas le seul exemple de ce genre. Les bactéries, les premiers organismes vivants, vivaient dans l'eau chaude. Les scientifiques ont découvert des micro-organismes fossilisés datant de plus de 4 milliards d'années. Elles ont prospéré dans les cheminées hydrothermales. Ce sont des fissures dans le fond marin, et elles se trouvent généralement près des endroits volcaniques qui sont actifs. Cela signifie que sans les volcans, nous n'aurions ni terre ni eau et que les premières formes de vie n'auraient sans doute pas pu apparaître pour évoluer jusqu'aux créatures que nous connaissons aujourd'hui. La vie aurait-elle pu se développer sur Terre sans ces montagnes explosives? J'en doute. Ok, c'est noté, nous leur devons donc notre atmosphère et la vie. Alors disons que les volcans ont cessé d'entrer en éruption de nos jours. On a déjà tiré tous nos avantages des volcans. Ok, parfait. Mais tout de même, revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé il y a si longtemps. Au début, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. C'était un supercontinent entouré d'un seul et unique superocéan. L'activité volcanique s'était finalement calmée, et cela voulait dire que toute l'énergie allait s'accumuler sous la croûte terrestre. Voici un petit schéma. Tout d'abord, nous avons le noyau intérieur de la Terre. Ensuite, il y a le noyau externe. Ensuite, nous avons des courants de convection. Le magma vient après. Ensuite, la croûte océanique. Et tout en haut, nous avons notre océan et notre croûte continentale. La raison pour laquelle la Pangée s'est finalement séparée en deux continents distincts est due à la tectonique des plaques. Ce n'est pas comme si la croûte était en un seul morceau. Elle est divisée en gros morceaux ou plaques qui sont toujours en mouvement. Et tout cela est encore en mouvement aujourd'hui. Oui, la Terre sur laquelle tu te trouves en ce moment même surfe en quelque sorte sur cette couche de courant de convection. C'est un processus lent, donc ce n'est pas comme si tu pouvais le sentir. La Pangée ne s'est pas désintégrée d'un seul coup, il a fallu des dizaines de millions d'années. Lorsque les plaques se déplacent, elles provoquent des tremblements de terre et une activité volcanique. Elles créent aussi des montagnes. C'est bénéfique pour notre planète aussi, car la Terre peut ainsi en quelque sorte renouveler sa vieille croûte. S'il n'y avait pas d'activité volcanique de nos jours, la pression sous la croûte terrestre continuerait de s'accumuler. Cette pression atteindrait un point d'ébullition que les continents ne pourraient plus supporter. Et avec le temps, ils commenceraient à se diviser en masses plus nombreuses et plus petites. Les volcans nous sont donc encore utiles de nos jours. D'une part, ils refroidissent notre atmosphère. Leur éruption libère du gaz sulfureux. Celui-ci se combine avec l'eau de notre atmosphère et la refroidit à son niveau le plus bas. C'est là que nous vivons et respirons. La chaleur qu'ils dégagent est également très utile. Les centrales géothermiques exploitent l'énergie provenant des profondeurs de la Terre et transforment cette chaleur en vapeur. Nous utilisons ensuite cette vapeur et la transformons en électricité. C'est notamment le cas pour nos amis de la Nouvelle-Zélande et de l'Islande, car ils vivent dans des endroits où les températures souterraines sont très élevées. Les matériaux volcaniques peuvent aussi être transformés en blocs pour la construction.
On peut les broyer pour en faire du ciment. Si on veut, on peut même chercher dans les volcans des minéraux précieux comme l'or, le cuivre et le soufre. Et qui pourrait oublier les sources d'eau chaude? Le tourisme dans des endroits comme Yellowstone et l'Islande ne seraient même pas les mêmes sans elles. Et qui n'a jamais rêvé de faire trempette dans ces incroyables baignoires naturelles délicieusement chaudes? Tu as donc compris que les volcans ne sont pas si mauvais après tout. Sans eux, notre belle Terre ne serait pas ce qu'elle est. Vous voyez cette étrange masse grisâtre là, par terre, qui fume? Qu'attendez-vous? Courez aussi vite que possible. Elle pourrait exploser à tout moment et vous blesser gravement. Une catastrophe est en train de se produire sous vos yeux. Tout d'abord, le sol se met à trembler. Un grondement sourd résonne dans la vallée. Puis, boum, le volcan explose, projetant des roches incandescentes dans les airs. Parmi elles se trouve une masse de roches en fusion, tout juste sortie des profondeurs ardentes de la Terre. Tandis qu'elle s'élève dans les airs, la masse change d'aspect. L'air froid l'enveloppe, durcissant sa couche extérieure, tandis que l'intérieur reste chaud et pâteux. Certaines de ses voisines sont différentes. Certaines contiennent des bulles de gaz. D'autres ont un noyau rocheux solide, et quelques-unes s'étirent en longs rubans tortueux. Les plus grosses de ces boules volantes sont aussi grandes qu'une petite voiture. Pendant 10 longues secondes, la masse de lave vole, tourbillonne et virevolte. En bas, les gens commencent à prendre conscience de l'ampleur du danger et se dispersent. Mais c'est inutile. Ces masses enflammées peuvent parcourir des kilomètres, jusqu'à 9,66 km pour être précis. Puis, le moment arrive. La masse de lave s'écrase sur le sol. Certaines de ses compagnes plus petites ont complètement refroidi et ont atterri avec un bruit sourd. Mais celle-ci brûle toujours à l'intérieur de sa coque cristalline. Lorsqu'elle heurte le sol, celle-ci se fissure et la lave en fusion s'écoule en grondant et en fumant, s'étalant comme une gigantesque crêpe enflammée. L'éruption est terminée, mais le danger persiste. Ces bombes de lave, bien que fascinantes, comptent parmi les phénomènes les plus dangereux liés au volcan. L'intérieur des plus grosses reste brûlant et bouillonne d'énergie, et elles ne sont pas juste chaudes. Leur température interne atteint plusieurs centaines de degrés. Si l'un de ces projectiles enflammés frappait une personne, il la broierait instantanément. Pire encore, les bombes de lave peuvent exploser ou provoquer des explosions secondaires. Si la bombe contient des gaz volcaniques tels que de la vapeur d'eau, du CO2 ou des gaz sulfureux, leur refroidissement rapide peut les piéger. L'accumulation de pression peut alors entraîner l'explosion de la bombe. Si une bombe de lave chaude atterrit dans de l'eau ou de la glace, le changement brusque de température peut provoquer des explosions de vapeur et projeter des débris. Ces bulles de lave ont des formes différentes selon la fluidité du magma au moment de son éjection. Leur forme dépend également de la façon dont elles se déplacent dans l'air et dont elles atterrissent. Les bulles en ruban se forment lorsque du magma très fluide est projeté en longues gouttes élastiques. Lorsque celles-ci se brisent en plein vol, ils se forment de minces fragments en forme de ruban qui atterrissent intacts. Ces bulles ont souvent une texture cannelée et renferment de petites poches d'air. Les bulles sphériques proviennent également d'un magma très fluide. Cependant, au lieu de former des rubans, elles sont façonnées par la tension superficielle qui les tire vers le haut, jusqu'à former des sphères presque parfaites au moment de refroidir. Les bulles de lave en forme de fuseau ou d'amande commencent de la même manière que les bulles sphériques. Mais lorsqu'elles tournent dans les airs, elles s'étirent et prennent une forme allongée, semblable à celle d'un ballon de football américain. L'un des côtés est généralement plus lisse que l'autre, ce qui témoigne de son mouvement lors de sa chute. Les bulles en forme de bouse de vache, oui, c'est bien leur vrai nom, se forment lorsque la lave, très liquide, n'a pas eu le temps de refroidir avant de toucher le sol. Au lieu de se solidifier dans les airs, elle est encore en fusion à l'instant d'atterrir, et elle s'aplatit à l'impact, s'étalant en des formes irrégulières et arrondies qui ressemblent, vous l'aurez deviné, à des bouses de vache. Il existe également des bulles en forme de croûte de pain qui se forment lorsque la couche extérieure d'une bombe de lave durcit pendant son vol, tandis que l'intérieur reste chaud. À mesure que l'intérieur se dilate, il fissure la coque durcie, lui donnant une texture similaire à la croûte d'une miche de pain. Les bombes de lave creuses ont une coque de lave durcie qui entoure un noyau interne composé de roches volcaniques plus anciennes, de morceaux provenant d'une éruption antérieure, voire de fragments du paysage environnant. Quelle que soit la forme prise par une bulle de lave, il convient de rester vigilant lors d'une éruption volcanique, même si vous vous trouvez à des kilomètres de l'épicentre. Mais les bulles de lave ne sont pas le seul danger à surveiller lorsque vous vous promenez près d'un volcan. Parfois,
Lorsqu'un volcan projette de petites gouttes de lave, celles-ci peuvent s'étirer en refroidissant. Parfois, elles prennent la forme de larmes, et alors on appelle ça des larmes de Pelée, du nom du volcan hawaïen et de la déesse du feu. Si elles deviennent plus longues et plus fines, on les nomme des cheveux de Pelée. Dans ce cas, vous remarquerez quelque chose qui ressemble à un tapis doré de cheveux fins recouvrant le sol. Il ne s'agit pas de cheveux humains ni de poils d'animaux, mais de délicats filaments de verre volcanique. Ils se forment lorsque des bulles de gaz présentes dans la lave éclatent, étirant la roche en fusion en longues fibres semblables à des cheveux. Les cheveux de Pelée peuvent être incroyablement fins, ne mesurant parfois qu'un micron d'épaisseur, mais ils peuvent également atteindre plusieurs dizaines de centimètres de long. Ils sont si légers que le vent peut facilement les emporter dans les airs. Ils se déposent ensuite dans les zones basses, s'accumulant parfois en couches épaisses. Malgré leur aspect fragile, ces fils sont en réalité de minuscules morceaux de verre. Ils sont tranchants et cassants et peuvent provoquer des irritations s'ils entrent en contact avec la peau. Ils peuvent être encore plus dangereux s'ils pénètrent dans les yeux. Voilà pourquoi il est très important d'être prudent à proximité. Imaginez maintenant un raz-de-marée de feu et de cendres dévalant une montagne avec une force imparable. Il s'agit d'une coulée pyroclastique, une vague rapide de gaz brûlant et de roches brisées qui ensevelit tout sur son passage. Ces coulées peuvent s'étendre sur des kilomètres, se déplacer à la vitesse d'une voiture de course et atteindre des températures suffisamment élevées pour faire fondre le métal, jusqu'à 982 degrés Celsius. Les coulées pyroclastiques frappent sans avertissement. L'effondrement de la colonne de cendres d'un volcan en éruption ou d'un dôme de lave, un énorme bouchon de lave durci situé à l'embouchure du volcan, peut facilement en déclencher une. Dès qu'il cède, l'avalanche de feu se déchaîne, dévalant les pentes à une vitesse terrifiante, vaporisant les forêts, rasant les villages et incinérant tout ce qui se trouve sur son passage. Il est impossible d'échapper à une coulée pyroclastique. Il s'agit de la force la plus meurtrière qu'un volcan puisse libérer, responsable de plus de 90 000 décès au cours des 400 dernières années, soit un tiers de toutes les victimes de catastrophes volcaniques. Non seulement ces coulées brûlent, écrasent et suffoquent, mais elles détruisent également les bâtiments, les ponts et tout ce qui a été construit par l'homme. Si les scientifiques peuvent prédire les trajectoires les plus probables, généralement le long des vallées, l'histoire a montré que des coulées puissantes peuvent franchir des crêtes, balayer des collines et frapper des zones que l'on croyait pourtant sûres. Les éclairs volcaniques ne sont pas aussi dangereux que les coulées pyroclastiques, mais ils offrent tout de même un spectacle à couper le souffle. Ils ne se forment que dans les nuages épais remplis de cendres qui jaillissent de certains volcans. Ces colonnes imposantes, appelées panaches volcaniques, s'élèvent dans le ciel lorsqu'un volcan libère d'énormes quantités de cendres. Tous les volcans ne produisent pas ces panaches. C'est pourquoi les éclairs volcaniques sont rares. Par exemple, les volcans d'Hawaï éjectent généralement de la lave en fusion, plutôt que d'épais nuages de cendres. Ils ne produisent donc presque jamais d'éclairs volcaniques. Maintenant, observez ces minuscules particules de cendres. Avant une éruption, elles sont comprimées à l'intérieur du volcan sous une pression extrême. Mais lorsqu'elles sont projetées dans l'air, elles entrent en collision et se frottent les unes contre les autres, dans un processus connu sous le nom de friction. Cette friction charge les particules, tout comme lorsque vous frottez un ballon sur vos cheveux. À mesure que ces particules chargées s'élèvent dans le ciel, elles commencent à se séparer. Les charges positives se déplacent dans un sens et les charges négatives dans un autre. Lorsque la différence de charge devient trop importante, l'énergie se libère sous forme d'éclairs, traversant le panache volcanique. Les lahars sont l'une des conséquences les plus dévastatrices d'une éruption volcanique. Un lahar est un puissant torrent de boue, de cendres et de roches qui dévale les pentes d'un volcan, détruisant tout sur son passage. Ces coulées de boue terrifiantes se forment lorsque de fortes pluies se mélangent aux débris volcaniques. Si les lahars n'accompagnent que certaines éruptions, ils surviennent eux aussi sans avertissement, ce qui les rend particulièrement dangereux. Tout comme les coulées pyroclastiques, les lahars se déplacent rapidement, parcourant parfois des centaines de kilomètres. Ils peuvent ensevelir des villes entières, emporter des ponts et détruire des routes, laissant derrière eux une épaisse couche de boue et de roches. L'une des catastrophes les plus dévastatrices causées par un lahar s'est produite en Colombie en 1985, lorsque le volcan Nevada. Vous vous promenez dans le désert du Sahara, et tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des dunes à perte de vue. Et puis, tout à coup, vous apercevez cette marque dans le sable. La chose la plus sage à faire est de fuir cet endroit aussi vite que possible. Car si vous plissez les yeux et que vous vous concentrez bien,
vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'une vipère à cornes qui attend son prochain repas, bien cachée dans le sable. Paradoxalement, la morsure de ce serpent n'a jamais entraîné de décès chez l'homme. Mais alors, pourquoi fuir? Découvrons-le. La vipère à cornes est l'un des serpents les plus célèbres du désert et un vrai pro de la dissimulation. Le Ceraste, nom scientifique de ce serpent, est l'une des créatures les mieux camouflées de tout le règne animal. Il peut mesurer entre 30 et 60 cm de long en moyenne, mais les plus grands spécimens peuvent atteindre 84 cm, soit près d'1 mètre. Même si cela ne vous semble pas super long, croyez-moi, vous ne voudriez pas que l'une de ces bestioles se faufile derrière vous. Il est intéressant de noter que les femelles de cette espèce sont plus grandes que les mâles, ce qui est rare chez les serpents et leur confère une présence encore plus intimidante. Mais ce qui est vraiment unique chez cette vipère, ce sont bien sûr ses cornes, effrayantes, une au-dessus de chaque œil. Elles donnent à ce reptile une allure de dragon et le distinguent de la plupart des autres vipères du désert. Toutes les vipères du Sahara n'ont pas ces cornes. Certaines ont des sortes de petits boutons et d'autres, rien du tout, selon ce que la génétique a décidé de donner à chacune. Néanmoins, ces cornes renforcent l'aspect menaçant de la vipère et la rendent encore plus redoutable. Mais ce ne sont pas seulement les cornes ou la taille qui rendent ces créatures si que fascinantes. Les mâles et les femelles ont d'autres différences que leur taille. La tête et les yeux des mâles sont nettement plus grands que ceux des femelles. Et par rapport à leurs proches parents, le Cerastes gasperetti, ces vipères à cornes du Sahara ont une grosse tête et sont plus susceptibles d'arborer ces cornes effrayantes. Parlons maintenant de ce qui fait de la vipère à cornes un véritable maître de la survie. Son étonnante capacité à se dissimuler dans le sable. La coloration de cette vipère correspond aux différentes teintes du Sahara, jaune, gris pâle, rosé, rougeâtre et brun clair. Son dos présente un motif complexe, avec des taches sombres semi-rectangulaires qui fusionnent parfois pour former des barres transversales. En même temps, le bas-ventre est blanc et la queue a souvent une extrémité noire. C'est une astuce. Certains animaux peuvent confondre cette caractéristique avec un dard de scorpion. Ce camouflage est la principale forme de défense de la vipère et son meilleur outil de chasse. Ce reptile ne se contente pas de se glisser rapidement hors de vue. Il s'enfouit dans le sable. Il peut agiter son corps sous le sable meuble du désert, ne laissant apparaître que ses yeux et ses narines. Imaginez une créature si habile à se cacher qu'elle n'a qu'à s'allonger pour disparaître presque complètement. Et alors gare à la souris, au lézard ou à l'homme qui passerait par là sans se douter de rien. Pendant la journée, la vipère s'abrite généralement sous des rochers et dans des terriers creusés par d'autres animaux. Parfois, elle se cache tout simplement à l'ombre des buissons. Pour une créature d'apparence si féroce, la vipère à cornes du Sahara est étonnamment calme. Elle ne gaspillera pas son venin si elle peut éviter la menace, préférant rester immobile ou se cacher. Mais lorsqu'elle se sent vraiment menacée, elle donne un avertissement vraiment spectaculaire. Elle frotte ses spires l'une contre l'autre, produisant un sifflement et un crépitement caractéristiques qui vous indiquent qu'elle est prête à frapper. Et si vous ignorez cet avertissement, la morsure de cette vipère est chargée d'un venin toxique qui peut être très dangereux. C'est pourquoi manipuler de tels serpents peut être une erreur fatale, comme l'ont découvert 2 malheureux amateurs en Europe. Nos 2 amis ont été mordus par des vipères à cornes en captivité, et les morsures ont provoqué un gonflement extrême, des problèmes de coagulation sanguine, et même une insuffisance rénale. Le venin contenu dans ces morsures contient des composés spéciaux qui perturbent la coagulation du sang, attaquent les reins et peuvent provoquer de graves hémorragies internes. Il existe un antivenin efficace, mais il est clair que la morsure de la vipère à cornes du Sahara n'est pas à prendre à la légère. Voici un autre fait étonnant à propos de ce reptile. Lorsqu'elle se déplace, la vipère à cornes du Sahara ne glisse pas de la manière habituelle. Au lieu de cela, elle utilise un style unique qu'on appelle déplacement latéral. L'animal soulève une boucle de son corps, la déplace vers l'avant et tire ensuite le reste derrière lui. Cette marche latérale permet au serpent de se déplacer sur le sable chaud, sans que son ventre ne touche le sol trop longtemps. Dans un endroit aussi brûlant que le Sahara, cette technique n'est pas seulement cool, elle est essentielle à sa survie.
Si la vipère à cornes est la championne du camouflage en milieu désertique, elle a de sérieux concurrents dans d'autres paysages. Dans le monde entier, des serpents de toutes sortes ont perfectionné l'art de se fondre dans leur environnement pour attraper leur proie et éviter d'être eux-mêmes dévorés. C'est le cas du serpent brun, un serpent australien et l'un des plus venimeux au monde. Sa couleur lui permet de se dissimuler dans les rochers et le sol, ce qui le rend extrêmement difficile à repérer, jusqu'à ce que vous vous trouviez pratiquement face à lui. Une morsure de ce serpent peut être fatale en moins d'1 heure. Ou encore le mocassin à tête cuivrée, que l'on trouve dans les forêts états-uniennes. Les couleurs pâles et rosées de ce serpent se marient parfaitement avec les feuilles d'automne. Il se fige souvent au lieu de s'enfuir, ce qui entraîne de nombreuses morsures accidentelles. Son venin n'est généralement pas mortel, mais il est douloureux, et comme ce reptile se cache très bien, les rencontres sont fréquentes. La vipère de Peringuet d'Angola et de Namibie aime se cacher dans le sable comme la vipère à cornes du Sahara. Elle se nourrit principalement de lézards et ses écailles aux couleurs sable la rendent presque invisible. Heureusement, sa morsure n'est pas trop dangereuse pour l'homme. Regardez maintenant cette créature terrifiante. C'est le crotale des bois. Ce serpent vit dans les forêts luxuriantes des États-Unis et utilise ses couleurs pour se fondre dans la végétation forestière. Vous ne le verrez peut-être pas, mais si vous entendez son cliquetis, reculez de quelques pas, car son venin est puissant. Le Pacific Gopher Snake, que l'on trouve sur la côte ouest des États-Unis, peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Ce qui est bien chez ce reptile, c'est qu'il n'est pas venimeux. Il se camoufle bien dans les forêts et dans les champs, mais il est inoffensif pour l'homme. Il suffit de ne pas l'effrayer, car sa morsure est quand même douloureuse. Dans les terrains rocheux de Californie et d'Oregon, vous rencontrerez peut-être le crotale de l'Ouest, qui aime se fondre dans les rochers bruns foncés et dorés. Sa sonnette est souvent le seul avertissement que vous recevrez de lui. Les serpents suivants ne sont pas particulièrement dangereux, mais ce sont des maîtres inégalés du camouflage. La couleuvre verte se cache parfaitement dans les feuilles et dans l'herbe, et elle est généralement invisible pour les promeneurs non avertis. La vipère péliade aime se cacher dans les feuilles et les arbustes. Quant à l'inoffensive couleuvre rayée, elle sait se fondre dans la terre et la basse végétation. N'oubliez pas que même si tous ces serpents ne sont pas venimeux, ils peuvent tout de même vous donner un coup de dent douloureux. Bien sûr, je ne peux pas ne pas mentionner l'énorme python réticulé. Même s'il peut atteindre plus de 6,5 mètres de long, ce serpent d'Asie du Sud est un expert lorsqu'il s'agit de se cacher dans les feuilles et dans l'ombre. C'est l'un des seuls serpents connus pour chasser occasionnellement l'homme. Soyez donc prudents sur son territoire. Dans la nature, les serpents comme la vipère à cornes du Sahara se camouflent pour chasser et éviter d'être chassés. Ils peuvent se cacher dans les feuilles, le sable ou les rochers, mais dans tous les cas, c'est toujours pour un but bien précis que l'évolution les a dotés de ce talent inégalé. La vipère du désert s'enterre pour rester au frais et attraper ses proies, tandis que les serpents des forêts se fondent dans la masse pour chasser en silence et éviter les humains. Pour eux, rester caché n'est pas seulement une question de survie, c'est un avantage considérable. Alors, la prochaine fois que vous partirez en randonnée, n'oubliez pas que vous pourriez croiser un de ces chasseurs. Il vous observe avec une patience tranquille et effrayante. Et oui, amusez-vous bien. On aime tous l'hiver, n'est-ce pas? Le gâteau en pain d'épices, le coin du feu et les bulles de méthane gelées. Ces températures glaciales nous offrent le plaisir d'observer des phénomènes hivernaux bien étranges. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Sous la surface du lac Abraham, dans l'Alberta, ou sous d'autres lacs de l'Antarctique, tu peux observer un phénomène fascinant. Des bulles de glace. Vues d'en haut, elles ressemblent à des bijoux scintillants. Mais ces bulles ont tendance à déjouer nos attentes, car elles n'éclatent jamais. Elles se figent à mi-chemin avant même d'atteindre la surface. Comment sont-elles arrivées là? Et de quoi sont-elles faites? Certaines proviennent des gaz libérés par la fonte des glaciers, tandis que d'autres sont le fruit de la décomposition des matières organiques qui se trouvent au fond des lacs. Elles sont certes jolies, mais elles sont aussi très nocives pour notre santé. Ces bulles sont composées de méthane et peuvent intoxiquer. Alors, si j'étais toi, je ne m'approcherais pas trop.
Si tu conduis sur une route sinueuse à flanc de colline alors qu'une bourrasque de neige s'abat sur toi, tu ferais mieux de t'arrêter immédiatement. Une bourrasque de neige est l'équivalent hivernal d'un violent orage. Elles sont difficiles à prévoir et se déplacent très rapidement. Il peut y avoir du soleil lorsque tout à coup une énorme bourrasque de neige se produit. Si tu n'as jamais entendu ce terme, c'est parce qu'il s'agit d'un phénomène typiquement américain et que le National Weather Service n'a commencé à l'utiliser qu'en 2018. On parle d'une bourrasque car elle réduit considérablement la visibilité et peut s'avérer très dangereuse si tu ne la prends pas au sérieux. Enfin, la neige qui tombe est toujours aussi belle, même si elle est parfois complètement folle. Mettons que cet hiver, tu aies décidé de visiter enfin les célèbres chutes du Niagara. Situées entre les États-Unis et le Canada, ces chutes sont les 5e plus grandes au monde, avec plus de 3000 tonnes d'eau s'y écoulant à chaque seconde. En hiver, la région ressemble à un conte de fées hivernal et présente un phénomène époustouflant, une chute d'eau gelée. Non, il ne s'agit pas d'un décor hollywoodien ou d'un canular sur Internet. Les chutes du Niagara peuvent réellement former une couche de glace. Cela se produit lorsque les chutes ont été exposées à des températures glaciales pendant une longue période. L'eau de surface et la brume en suspension dans l'air se transforment alors en glace, ce qui donne l'impression que toute la chute est gelée. Mais ce n'est pas exactement le cas. Si tu regardes de près la glace, tu remarqueras que l'eau s'écoule encore abondamment en dessous. As-tu déjà entendu parler d'une boule de neige naturelle ? Il s'agit d'un phénomène hivernal rare mais magnifique, qui se produit lorsque de petits morceaux de glace finissent par être roulés par des vents puissants et un peu d'eau. Plus ils roulent, plus ils accumulent de glace, et plus cette glace s'en trouve polie. Ils finissent par former des boules de neige géantes aux formes parfaites. Une seule de ces boules aurait déjà l'air assez étonnante, mais des centaines d'entre elles réunies forment un véritable paysage. Certaines boules de neige se transforment carrément en rouleaux de neige. Ces formations rares ne se produisent que dans des conditions de température idéales, lorsque la neige se trouve en parfait équilibre, mi-dure, mi-duveteuse. Cela se produit lorsqu'une boule de neige commence à rouler vers le bas, accumulant de plus en plus de matière jusqu'à ce que sa partie centrale s'effondre sur elle-même. C'est ainsi que la boule de neige prend cette forme de beignet. Et est-ce que ça a aussi le même goût ? Non, probablement pas. Ah, j'allais oublier. Si tu veux les voir en vrai, tu devras te rendre dans des endroits extrêmement froids. Pourtant, des gens ont déclaré en avoir vu à Ottawa, dans le Midwest des États-Unis et même en Écosse. Si tu te promènes dans les bois au début de l'hiver, tu as des chances de tomber sur un phénomène enchanteur, connu sous le nom de fleurs de glace. Ces manifestations florales sont rares et ne se produisent que lorsque la température de l'air est glaciale, mais que le sol est encore humide. Lorsque les conditions parfaites sont réunies, la vapeur qui s'échappe des tiges forme de fines pellicules, créant une formation glacée en forme de fleurs. N'essaie pas de les cueillir, tu les briserais immédiatement. Et n'essaie surtout pas de les planter ailleurs, car ce ne sont pas de véritables fleurs. Enfin, n'oublie pas de partir à leur recherche avant que le soleil ne soit trop fort, sans quoi il le fera fondre. Mettons que tu viennes de consulter les prévisions météorologiques et que le temps pour la journée soit de moins 22 degrés Celsius. Tu choisiras certainement de rester à la maison sous les couvertures, mais je suis sûr que tu changerais d'avis si tu avais la possibilité de faire une telle excursion. Imagine-toi le parc de Yellowstone, sous quelques mètres de neige, par une journée ensoleillée. Si ça ne te suffisait pas, ajoute-y des bisons couverts de neige et des geysers fumants. Toujours pas convaincu ? Et que dirais-tu d'avoir la chance d'assister au rare phénomène de la gelée blanche ? Si tu n'en as jamais entendu parler, il s'agit d'un type de givre à la géométrie charmante, que l'on peut observer lorsque l'humidité de l'air ne passe pas par le stade de goutte et apparaît directement sous la forme de cristaux de glace au sommet d'une feuille. Ce givre est beaucoup plus photogénique que celui des pare-brises ou de ton jardin. Nos voisins anglophones lui donnent le nom de hoarfrost, qui vient de l'ancien anglais et désigne un givre semblable à la barbe d'un vieil homme. Qu'en dis-tu ? Ça te fait vraiment penser à une barbe ? Tu te promènes dans une forêt couverte de givre par une journée glaciale, quand soudain tu entends un grand craquement. Non, ce n'est ni une avalanche, ni un tremblement de terre. Tu te trouves en plein cryoséisme. Si seulement cela signifiait que tu vas juste voir de beaux cristaux de neige se fissurer sur le sol, mais ce n'est pas tout à fait le cas.
Les tremblements de terre dus au gel, également appelés tremblements de glace, se produisent lorsque l'humidité présente dans le sol commence à geler et à se dilater. Il est normal que les choses se dilatent passé le point de glaciation. Il suffit de voir un glaçon par exemple. Ces tremblements de terre peuvent déplacer les rochers et le terrain qui se trouve au-dessus et provoquer de puissants craquements, comme si le monde s'écroulait. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien de la sorte. Si tu vois de la glace noire, fais attention. Bien qu'on l'appelle ainsi, la glace noire n'est pas exactement noire. Il s'agit d'une fine couche de glace dont l'aspect sombre rappelle la couleur du béton ou d'un sol terreux. Et elle se confond tellement avec la route qu'elle est presque impossible à repérer. Elle se forme les jours d'hiver, lorsque le sol est mouillé par la pluie ou la neige fondue et que la température descend brusquement en dessous de zéro. Cette fine couche émerge alors, multipliant considérablement les risques de dérapage sur les ponts et les viaducs. Elle est également assez fréquente sur les tronçons de route qui sont bordés d'arbres. Le phénomène suivant se produit dans un contexte hivernal très particulier, celui de l'Antarctique. De tous les phénomènes uniques qui se produisent sur ce continent, l'Antarctique abrite une chute d'eau extrêmement étrange. C'est en 1911 qu'un géologue australien s'est interrogé sur les fameuses chutes de sang. Il était extrêmement perplexe face à ce ruisseau écarlate qui s'écoulait d'une petite colline au beau milieu des glaces de l'Antarctique. Après des années d'études, on a compris que cette rougeur était due à la forte teneur en fer dans l'eau. La dernière pièce du puzzle est venue s'ajouter lorsque les chercheurs ont découvert qu'il existait un lac souterrain à proximité, dont l'eau était saturée en fer oxydé. Voici donc ce qui est à l'origine de ces chutes de sang. Le pôle Nord est bien plus que la maison fictive du Père Noël. Avec le pôle Sud, il donne naissance à ce que l'on appelle le vortex polaire, un phénomène qui contribue à faire de notre expérience hivernale ce qu'elle est. Le vortex polaire est une vaste zone de basse pression et d'air froid. On le nomme vortex tout simplement parce que l'air y tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il entraîne un courant d'altitude qui donne à chacun l'envie de s'emmitoufler et contribue à provoquer plusieurs phénomènes hivernaux, tels que le brouillard givrant. Si le brouillard est ce qui se produit lorsqu'un nuage touche le sol, que se passe-t-il lorsqu'il gèle ? On peut s'attendre à ce que toutes les gouttelettes d'eau présentes dans l'air gèlent dès qu'elles touchent le sol. Et cela signifie que tu n'as pas vraiment envie de conduire au milieu d'un tel brouillard.